Salut mes pirates et salut tous les followers de la fuite en vidéo. Aujourd'hui, de nouveau, le Captain et Alex pour parler d'un film qui nous est cher, Midnight Run. Salut Alex. Salut Captain. Voilà, alors bon, c'est la bromance avec Alex. Hein. Une fois par semaine, on se fait une émission en ce moment. Va falloir se calmer. Le petit rendez-vous habituel. Bah écoute, moi j'aime bien. J'aime bien. Aussi. Voilà. Je trouve ça pas mal. Non mais là en plus, non, faut dire les choses comme elles sont quoi. Ce film-là, ça fait un moment que que toi comme moi, on sait qu'on va y passer. Franchement, c'était impossible de pas le faire. En plus, c'est vrai que c'est un film. Enfin, on va en parler quoi, mais qui n'est pas, comment dire, estimé à sa juste valeur. Il est connu, mais il est paradoxalement pas très connu. Il y a quand même énormément de gens qui ne connaissent pas ce film. Exactement. Le film, en fait, il est culte, mais il n'est pas si connu que ça. Et c'est vrai que par contre, il y a un truc qui est tout à fait indéniable, c'est que quand on l'a vu, on l'oublie plus quoi. Et c'est un film qui te marque à vie. Et c'est vrai que tu vois par exemple, juste je vais faire court, mais quand j'ai fait la FAQ, Best Buddy Movie Ever quoi, tu sais, et tu me disais est-ce que c'est pas Midnight Run quoi, et je t'ai dit ah bah non quand même pas et tout. Et quand j'ai terminé le truc, ça me chiffonnait parce que je me suis dit bah oui mais alors du coup c'est quoi, et je me disais et puis je réfléchissais, je comparais, je disais non c'est sûr que Midnight Run est supérieur, et tu sais je cherchais et au final je t'écoute. Voilà, au final en fait il y a un autre buddy movie, alors lui par contre assez connu, qui me touche autant en fait. C'est 48 heures avec Nick Nolte et Eddie Murphy, que j'adore, mais il est très différent, il est beaucoup moins émouvant. C'est un autre ton, enfin voilà, même si il fait partie de cette catégorie assez spécifique et très propre aux années 80, des films cocktails quoi, qui mélangeaient à la fois la comédie avec le thriller et le film d'action, et où tu avais vraiment des scènes clairement drôles, mais une intrigue pas drôle du tout, hyper sérieuse, avec une vraie tension, et parfois même des moments carrément dramatiques, et des scènes d'action pures et dures. Et c'était magique, enfin quand le cocktail était bien équilibré, c'était magique. Et dans Midnight Run, on va y revenir, c'est à la perfection, mais il y a un ingrédient supplémentaire qu'il n'y a pas dans L'Arme Fatale, dans 48 heures et quelques autres. C'est cette intelligence d'émotion, mais d'émotion pas niaise quoi. C'est un film assez bouleversant, et ça c'est vraiment propre à Midnight Run. Et c'est pour ça que je voulais te dire que sans forcément me renier, je pense que oui, c'est toi qui as raison, c'est sans doute quand même, si on le pose à plat quoi, le meilleur buddy movie ever, ou en tout cas ex aequo peut-être éventuellement pour certains par rapport à de façon subjective quoi. Mais factuellement c'est un chef-d'œuvre, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Et en plus je l'ai revu il y a pas longtemps pour ce soir quoi. Et putain ça remarche à chaque fois. Ça remarche à chaque fois, t'es bouleversé à chaque fois, t'es mort de rire à chaque fois, et t'es touché, t'es ému, enfin c'est génial, c'est génial. Donc voilà, donc je voulais juste te dire ce petit truc là. Et j'avais oublié, pour terminer, j'avais oublié que c'était un film de Martin Brest, le mec quand même à qui on doit le flic de Beverly Hills, et mince comment ça s'appelle, Le Temps d'un week-end, ce film génial. Oui, Rencontre avec Joe Black, enfin bref. Et Le Temps d'un week-end. Ouais. Le Temps d'un week-end avec... Voilà, avec Pacino, extraordinaire film aussi. Et donc voilà, un putain de... toujours autant aussi, Le Temps d'un week-end. J'ai eu justement l'occasion de le revoir il y a peu de temps. Ça fonctionne pareil. Alors je l'ai pas revu depuis très longtemps, mais je l'ai adoré ce film, adoré. Ah oui. Et c'est vraiment alors j'ai vu qu'il a fait plein d'autres films, et plein que j'ai pas vu, que j'ai jamais vu. Mais c'est Triomphe, enfin c'est vraiment les films vraiment connus de lui. C'est vraiment du haut de gamme quoi. C'est vraiment des putains de films quoi. Donc... cette période, parce qu'il y a Jiggly là, malheureusement qui va tuer sa carrière au début des années 2000. Mais tu as raison. Du flic de Beverly Hills à justement Rencontre avec Joe Black, qui est un film qui est beaucoup aimé, beaucoup redécouvert aussi par la nouvelle génération. Ah, j'adore ce film. Tu vois, le cinéma de Clem, on lui fait une petite dédicace. Je sais qu'il aime ce film, mais ça me fait vraiment plaisir ce que tu dis, parce que je savais, moi en tout cas, c'est un film que je porte comme toi fort dans mon cœur, et tu sais, on partage beaucoup le même genre de film, notamment sur les années 80.
avant de te rencontrer, évidemment, je n'avais personne pour en parler de ce film. Ah, Et encore une voilà, fois, bah tu vois, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il est pas si connu et même il y a des gens ils l'ont vu mais ils l'ont oublié, ça leur a, et je sais pas. Mais nous on est d'une génération, enfin moi en tout cas, c'est un film un peu à part quand même quoi. c'est un peu à part. Et alors, on va recommencer par le début, c'est-à-dire comment je découvre ce film. Tu me diras après peut-être. Bien sûr, Et vas-y, vas-y. c'est une question de cinéma. Il est sorti au cinéma en France, on est en 88. Et moi déjà à cette époque-là, je traîne au cinéma, mais j'ai beau être très très jeune, mais avec mes parents que je salue et merci encore à eux, ils me font traîner au cinéma. Mais je te dis toutes les semaines, hein. Mais toutes les Ah semaines, ouais, ah, vache, d'accord, voire plusieurs fois par semaine. Et d'accord. donc, il y avait déjà le grand cinéma à l'époque. C'est une petite ville à Valenciennes, le grand cinéma. Il y avait un autre cinéma de simplement avec 4 films à chaque fois, mais qui sortaient plutôt les sorties techniques ou les films ricains. Tu sais, les films D'accord. ricains qui passaient sous la trappe. Tu sais. Donc, en fait, ce cinéma-là, je l'adorais. Il a très vite disparu, mais je l'adorais. Et j'étais allé voir, hein, je crois que j'étais allé voir un film avec Tom Hanks et tout, et je sors et je vois cette affiche. Je vois cette affiche, tu sais, on nous préparait, tu sais, à l'affiche pour le prochain film et tout ça, avec les Oui, photos. oui. Ça Oui, a disparu, c'est ça, vrai. tu vois, mais ça avait Ça a un charme. disparu, ça existe plus, ça, ouais, c'est vrai. Ça avait un charme. Et je regarde, parce que De Niro, figure établie, effectivement. De Niro, qui doit jouer un flic et qui porte un gars, Charles Grodin, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Et tu vois, mais c'est ce genre d'affiche qui m'a marqué, parce que je suis resté bloqué. J'étais comme ça, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc Ouais, voilà. c'est clair. Et finalement, je n'ai pas vu le film au cinéma. Je l'ai raté. Ah Je merde, l'ai d'accord. raté. Mais toujours en m'en souvenant, en étant Oui, marqué, je l'ai raté. Et il m'a fallu des années et des années et des années pour énorme, enfin d'accord. le voir. Et je te parle, il a fallu des années. Quand je te dis des années, il m'a fallu 20 ans. Oh la 20 vache, ans ah ouais, plus d'accord. tard, j'ai réussi à le voir. J'avais déjà établi ma culture en Chevy Chase, ma Oui. culture en Steve Martin, dont on parle souvent tous les deux. Mhm. Mais voilà. Et je le prends, donc, bonne condition et tout, et je me prends une claque. Et je me prends la claque dont tu parles, je me Mhm. la prends. Et c'est plus que ça. C'est que je retrouve un De Niro que j'avais, comme peut-être beaucoup, perdu depuis longtemps. C'est-à-dire ce De Niro qui est au fait de sa forme, hein. Il est dans la force de l'âge. Enfin, Il est jeune c'est le encore. De Niro. Il est jeune, il est beau, 88. Ouais. et Mhm. voilà, tu vois. Et je découvre cet acteur, je découvre ce mec, Charles Grondin, qui est simplement exceptionnel. Et Mhm. et ça m'était pas arrivé depuis très longtemps, ça m'est pas arrivé depuis Steve Martin, mais je tombe en amour avec Charles Grondin. Je tombe en amour avec ce personnage. Mais voilà, et ça devient en une vision. Ce film devient culte et rentre dans mon panthéon personnel. On a tous un panthéon personnel, Mhm. définitivement. Et depuis, je le vois une fois par an. C'est obligé. Je le vois Ah, une t'as le fois par an. rituel et tout. Ouais, 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 je Le sais. rituel, et en plus maintenant, la famille s'agrandit, et maintenant on le voit en famille. Énorme, En famille. énorme. Alors bon, je devrais pas dire ça parce que le film, c'est un film des années 80. Donc, il n'y avait pas de censure sur le F-word. Hein, faut le savoir. Après, il faudra quand même négocier avec vos petits de ne pas répéter tout ce qu'ils disent. Mais à part ça, il est exceptionnel. Donc voilà mon histoire. Toi, ton histoire, comment tu le découvres? Tu peux nous en parler? Ouais, 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 tout à fait. Je le découvre, je le vois pas. Alors, comme toi, évidemment, enfin, je me souviens de sa sortie au cinéma. Bah, moi, j'étais plus âgé que toi, évidemment. Je ne sais plus pourquoi, mais je voulais aller le voir, mais pas particulièrement. Et je m'étais dit, j'irai le voir. Et finalement, ça se fait pas. Et du coup, je le rate, enfin, je le laisse passer. Ça n'a pas. Alors, c'est un film on va en parler, mais c'est un film qui n'a pas marché. Genre, il a coûté 30 millions de dollars et j'ai vérifié avant ce soir, il en a rapporté 80, donc c'était largement insuffisant à l'époque, et donc c'est vraiment dommage. Mais c'est pas un triomphe, quoi. Et en France, notamment, je me souviens qu'il n'est pas resté très longtemps, hein. Il est passé Non, comme non. ça. Donc, par contre, 88.
bah, ça doit être, il y avait un délai, je crois, d'1 an ou 6 mois, mais paf, il arrive en vidéoclub. Et là, par contre, je me jette dessus. Et donc là, je me prends donc la baffe comme toi, d'autant que j'avais mal compris. Je pensais que c'était vraiment une comédie, genre. Enfin, je crois que c'était juste pour se marrer, quoi. J'avais pas compris qu'il y avait quand même beaucoup d'action, un peu comme je parlais tout à l'heure du cocktail, le fameux cocktail, thriller, machin. Et du coup, je m'attendais pas à éprouver autre chose que de l'amusement. Ouais. Or, ce film, il te donne beaucoup plus que de l'amusement. Et donc voilà, donc hyper touché. Et comme tu dis, j'avais été frappé par la performance, voilà, de Niro, évidemment. Mais surtout de son compère que je connaissais pas du tout, puisque c'est pas. Et d'ailleurs, alors j'ai vu, il a fait beaucoup de films, mais peu d'énormes films. Alors par contre, aussi, je t'ai préparé un truc parce que j'ai un autre film où il est extraordinaire. Vas-y. Et que j'avais loué peu après, qui s'appelle Heaven Can Wait, et qui est génial. Enfin, qui est génial. C'est un peu vieilli, hein, mais moi j'adore. Bon, j'adore quand même. Warren Beatty, co-écrit d'ailleurs, je crois, par Warren Beatty aussi. Et où il a un très bon rôle. Enfin, on le voit beaucoup. Enfin, et où il est également excellent. Mais dans Midnight Run, c'est taillé, c'est ciselé, les répliques, les mimiques. Enfin, il est au top du top, quoi. Le tandem fonctionne à la perfection. Ouais. Et c'est vrai que c'est un film, par exemple, que j'avais racheté en VHS. Ouais, et que donc, bah, bien sûr, j'ai racheté en DVD, évidemment, par la suite. Mais alors, j'ai vu qu'il y a un beau Blu-ray qui existe, mais voilà. Donc, en tout cas, c'est comme ça que je le découvre. Je découvre grâce au vidéoclub, mais comme beaucoup de découvertes. Voilà, c'est ce qui me fait souvent calmer un peu tous ceux qui disent il n'y a que dans une salle de cinéma qu'on apprécie un film. Je me sens un peu insulté, mais pas que moi. Enfin, j'ai un peu l'impression qu'on insulte tous les réals qui, moi, m'ont donné de la magie à la maison, à travers les vidéoclubs. Donc, je comprends que c'est 1000 fois mieux, effectivement, au cinéma. Personne n'est idiot, oui, c'est sûr. Mais c'est pas la seule façon d'apprécier un film. C'est pas vrai. Bien sûr, tout à fait. Et de le découvrir. Et heureusement, moi, je suis très content qu'on ait eu cette culture vidéoclub. Pareil. Parce que si notre culture ne se basait que sur la vision des films qu'on a vus au cinéma, il y aura un pan entier de notre culture. Putain, moi tu peux en enlever 80%. Ouais. Bah, d'autant que moi ma mère n'était pas riche, donc je risquais pas d'aller au cinéma. Il y avait pas, les cartes illimitées n'existaient pas, les amis. J'ai pour les plus jeunes. Et donc voilà quoi. Donc c'était un luxe. Voilà. Sans le cinéma, c'était un luxe déjà à l'époque. C'est un luxe aujourd'hui aussi, hein, mais sauf quand tu as une carte illimitée, où là tu t'en fous, 600 fois par jour, ça t'amuse. Enfin, 600 fois par jour, tu n'y arriveras pas, parce que... mais c'est vrai que... Non, c'était quelque chose d'assez exceptionnel, et il y avait énormément de films qui, de toute façon, n'étaient pas en salle, parce voilà, comme j'ai dit un jour, je devais découvrir les films en salle, même ado dans les années 80, tu pouvais donc pas voir Orange Mécanique, pas voir tous ces grands classiques, les Hitchcock, c'était pas la peine d'attendre qu'ils ressortent en salle, ça n'arriverait pas. Donc heureusement qu'il y avait les vidéoclubs. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a découvert tous ces films. Hein. Effectivement. Et d'ailleurs, c'est devenu un must de vidéoclub. C'est devenu un must de vidéoclub. Oui, totalement. Midnight Run, dont on vous parle tant, voilà. Je vais faire un petit peu d'illustration pendant qu'on parle. Midnight Run est devenu un must de vidéoclub, et son caractère culte ou culte classique est venu très vite en fait. Ouais, est venu très vite après sa sortie. C'est-à-dire que dans les années 90, le culte classique est apparu sur ce film. Donc comme tu le disais, de Martin Brest, qui est dans une très belle période, film qu'il a mûri, film qu'il voulait et qu'il voulait pertinemment à sa façon. C'est-à-dire que le tournage n'a pas été si simple. Martin Brest n'a pas été cool. Il n'avait pas une répute d'être cool d'ailleurs. Et c'était quand même deux personnages à maîtriser, De Niro et Grondin. D'ailleurs, ils finiront une partie du tournage en Nouvelle-Zélande. D'ailleurs, donc ça a été un gros tournage, mais c'est aussi une bromance. Je faisais un petit peu exprès de parler de bromance au début de notre vidéo. Pourquoi ? Parce que De Niro et Grondin, De Niro le dira lui-même, et ils ont vécu une bromance. Et De Niro, de toute façon, voulait faire ce film parce que Grondin était là et il voulait travailler avec lui. Il le sentait bien, et justement, il l'a très bien fait parce que c'est ça. Donc, tournage qui a été pour le réalisateur difficile, mais pour les deux acteurs,
ils se sont amusés comme des larrons en foire. Allez revoir justement, Charles Grondin était un spécialiste des talk shows. C'était un très bon invité de talk show, tu sais, notamment de Lederman et tout ça, et de celui qui était avant dans les années 80, j'ai oublié le nom. Il explique tout ça et qu'ils se sont amusés comme des fous et que ce film, Grondin dira lui-même que ce film est sa plus grande fierté dans sa carrière. Ah, ça m'étonne pas. Ouais, d'accord. C'est quelque chose. Ça m'étonne pas. Effectivement, ce film arrive du haut. On est dans cette apogée des buddy movies. Comme tu disais, Flic de Beverly Hills a tout cartonné. Grave. On a eu 48 heures aussi, et le buddy movie est devenu un genre en soi. Et donc, ce film est effectivement un buddy movie. Qu'est-ce que ça raconte? De Niro est un ex-flic de Chicago, mais qui est expatrié je sais plus s'il est toujours à Chicago ou il est du côté de New York. Bref, peu importe. C'est un ex-flic qui est un body hunter. Et c'est d'ailleurs la première fois que j'entendais parler de ça. Des prêteurs sur gage, enfin non pas des prêteurs sur gage, mais des chasseurs de tête. Hein, ouais, en fait, c'est une entreprise qui prête de l'argent en fait pour payer les cautions judiciaires. Et en fait, lorsque le client ne se présente pas et que la caution du coup risque d'être perdue, ils emploient des chasseurs de primes qui sont chargés de les retrouver, de les récupérer, quoi. Exactement. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on va, en fait, et puis donc de ramener les fuyards, quoi. Et là, en fait, c'est que il y a une entourloupe en fait avec ce type, avec le duc, puisque, enfin là, ça, je te laisse expliquer, mais c'est énorme. Et donc, Robert De Niro est ce chasseur de primes qui est appelé par un bureau comme ça pour aller, comment dire, récupérer le duc. Le duc, alors déjà un nom mythique, le duc est connu de tous dans le milieu. C'est un mec, un comptable, qui a volé l'argent de la mafia et l'a redistribué à des associations caritatives. On parle de 14 millions qu'il a fait. Donc, il est recherché par tous. Et donc, De Niro doit le trouver avant tout le monde. Vous comprenez bien. Ce duc, c'est Charles Grondin qui fait le duc. Mais le FBI est aussi sur le coup. Donc De Niro doit jongler avec le FBI, et notamment l'agent du FBI, incarné par un acteur qui s'appelait Yaphet Kotto, qui est très bon aussi. Ah oui, il est excellent. Dans ce film, il y a beaucoup de jokes entre De Niro et Yaphet Kotto qui sont fabuleux, notamment sur les lunettes de soleil que tu aimes tant, Alex. Il y a une blague sur les lunettes de soleil qui est très, très, très bonne. Et donc, il va falloir le récupérer avant le FBI. Bien sûr, vous comprenez que la mafia veut aussi le récupérer. Mais ce qui va se passer, c'est que Charles Grondin, le duc, est en fait un personnage très à part et il doit être rapatrié à Los Angeles. Malheureusement, Charles Grondin ne supporte pas l'avion et va réussir à convaincre De Niro de faire un périple. Donc, c'est un film de road trip aussi. C'est un film de road trip. C'est un film de traversée de l'Amérique. Alors, attends. Capitaine, est-ce qu'on spoil ou pas? On va être obligé de spoiler un peu. Hein. C'est une bonne question. C'est vrai que j'ai oublié. On a démarré directement l'enregistrement, vous comprenez, mais c'est vrai que est-ce qu'on spoil ou est-ce qu'on essaye pas? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que si on parle de la fin, notamment qui est bouleversante, ça va être compliqué sans spoiler. Hein. Mais et en même temps, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui l'ont jamais vu. Ouais, j'en persuadé. Mais si on spoil pas, la vidéo, elle va être beaucoup plus courte parce que ça va être compliqué de ne pas parler d'événements clés du film qui en font sa qualité, mais qui sont c'est du spoil, quoi. Parce que là, en fait, tu vois, tu disais... Alors, tu sais, on fait un geste. On fait un geste avant qu'on spoil. On fait un geste, on laisse 5 secondes de silence. Mais tu sais quoi? Attends. Moi, je propose qu'on dit qu'à partir de maintenant, il va y avoir du spoil. Ouais. Léger, hein, on va pas, c'est pas non plus, mais parce que sinon, honnêtement, on peut pas parler de ce film, c'est compliqué. Donc là, on l'a déjà bien présenté. Voilà. J'espère qu'on a donné envie aux gens de ce qu'ils n'ont jamais vu, de lui donner sa chance, parce que très sincèrement, si vous avez aimé tous ces films, que ce soit, mais même L'Arme Fatale, 48 heures, tous ces trucs-là, mais Un ticket pour deux. En fait, ce film est unique, mais il est de la qualité, c'est incroyable. De toute façon, bon là, De Niro, on comprend que ça va pas être de la bouse,
Mais moi, ce qui m'a surpris, par exemple, tu vois, en préparant Surtout un à peu... cette époque. Surtout à cette Ah époque. ouais, c'est clair. Mais en préparant un peu cette émission, en me remémorant un petit peu et en regardant un peu rapidement sur Internet ce que les gens, mais même les jeunes en disent aujourd'hui, j'étais très surpris de voir qu'il y a beaucoup, mais beaucoup, de gens qui disent que c'est le meilleur rôle de Robert De Niro de sa carrière, quoi. Et c'est quand même un... Enfin, quand tu sais tout ce qu'il a fait par la suite, même moi, j'étais là, bon, à ce point-là, bon, je sais pas, et tout. Mais ce qui est sûr, oui, c'est que c'est un de ses meilleurs rôles ever. Ça, c'est sûr. C'est une de ses meilleures performances. Il est incroyable, quoi. Donc voilà. Donc moi, je propose... On parlait beaucoup d'une notion, Alex, qu'on parlait dans nos autres émissions, mais ce film est tellement charmant, vous allez tellement être charmé que forcément, si vous avez envie peut-être de vous réconcilier avec De Niro, si certains d'entre vous qui nous regardez ont peut-être des griefs ou ont un peu abandonné le De Niro et ont envie de retrouver un vent de fraîcheur concernant Robert De Niro, regardez ce film. Là, je suis d'accord. Regardez ce film. Tout à fait. Donc, on y va. Ça va spoiler, voilà, les amis. Ça va spoiler, pas comme des porcs, mais ça va spoiler un peu, quoi. Voilà, on est un peu obligé. Et donc, je rappelle aussi que il y a une brochette d'acteurs. On vous parlait de l'agent du FBI, mais quand même, je crois que c'est le premier film de Joe je l'ai noté parce que j'arrive jamais à le dire, Pantoliano, qui joue le directeur de ce bureau qui fait appel à De Niro, mais en fait, tout son jeu d'acteur est déjà là. La grande gueule, hystérique, hystérique, ouais. hyper stressé, mais tout est déjà là. Et tout est déjà là. Et il est génial aussi dans Totalement fourbe. Que tu peux absolument pas lui faire confiance. Voilà, tu peux pas lui faire confiance. Et d'ailleurs, il va avoir justement énormément de gags parce que le Joe, il en appelle à De Niro, mais durant le film, il va plus trop avoir confiance. Donc, il va appeler d'autres hommes, et notamment, plutôt le concurrent dans le business, le meilleur concurrent de De Niro, qui est l'acteur John Aston. Et regardez, John Aston, c'est évidemment l'un des flics de Beverly Hills. Voilà, ouais. Énorme, donc, et il est excellent. Acteur je pense, acteur fétiche de Martin Brest à l'époque. Oui, clairement, parce que du coup, deux films en très peu de temps. Ouais. Et qui est justement dans un nouveau registre, grand badass, grande gueule, qui va de l'avant et tout ça. Enfin, vous avez compris, tous sont énormes. Ils sont géniaux. Et donc, on est parti dans un road trip au travers des États-Unis entre Robert De Niro qui veut régler l'histoire au plus vite et passer à autre chose, un Charles Grondin qui, lui, n'a pas envie d'aller au plus vite, vous comprenez, pas du tout. Et donc, ils vont devoir traverser, bien sûr, l'Amérique, mais tout va se compliquer. Tout va se compliquer. Et pourquoi? D'une part, parce que la dynamique dans ce film est assez unique. Tu parlais tout à l'heure de 48 heures, mais oui, on est aussi sur un buddy movie, mais la dynamique entre les deux acteurs est complètement différente. C'est-à-dire que vous comprenez bien que Charles Grondin, il est un peu gauche, il a peur de l'avion, ça va pas. Sauf que il va, comme personne, rentrer dans la tête du personnage de De Niro. Parce que tout simplement, en fait, c'est le mec chiant, pas parce qu'il est con, comme par exemple Tais-toi, tu sais, avec Gérard Depardieu. Tout à fait. Ouais. Il est pas chiant parce qu'il est con. Il est chiant pour De Niro. Pourquoi? Parce qu'il est tellement empathique, il a tellement d'empathie et il a tellement d'écoute que, en fait, il découvre tout de De Niro. Et il dévoile tout de ce que De Niro veut cacher. Mais il y a un truc qui est génial et que tu relèves effectivement qui fait qu'on est très loin totalement du ton par exemple d'un 48 heures. Parce que 48 heures, on a le flic blasé
un peu nihiliste et tout. Et donc là, oui, effectivement, Nick Nolte est très proche du rôle de De Niro. Enfin, c'est le même genre, un peu, voilà, quand on a un peu rien à foutre de rien et tout. Sauf qu'en face de lui, il a un Eddie Murphy qui est grande gueule, insupportable, enfin, une espèce de roquet. Enfin, c'est ça qui fait que le film est génial aussi. Et que rien n'impressionne et qui veut pas la fermer. Et qui, voilà. Bon. Et alors que là, on a, en fait, ce qui est drôle, c'est que on a un mec qui donc est complètement nihiliste, mais parce qu'il en a pris plein la gueule dans la vie, hein. Enfin, il a mis son éthique un peu aux toilettes. Bon, c'est De Niro, hein. Et on a un mec qu'on découvre en même temps que De Niro, et qui est en fait plein d'idéaux et plein d'empathie pour son prochain. Et au début, enfin au tout début, De Niro, il dit qu'il connaît le duc, il en a entendu parler, mais qu'il s'en fout un peu. Enfin, c'est pas une histoire non plus qui l'a passionné. Et on va découvrir petit à petit. En fait, durant ce film, qui est aussi une sorte de road movie, comme tu dis, quoi, puisque finalement ils sont tout le temps en route, enfin en déplacement, quoi. Il va réaliser de façon tellement habile. Enfin, c'est tellement bien expliqué et démontré que ce mec-là est vrai, parce que lui, pendant un moment, on comprend, en fait, il se rachète une conscience, il se dit, non mais de toute façon, t'es un pourri, donc je vais te livrer parce que t'as volé du pognon, t'as beau te la jouer, grand seigneur, c'était pour le bien de tout le monde et tout machin, mais non, t'es une crapule, t'es un voleur. Moi, je travaille quand même encore pour la justice, parce que comme t'as dit, c'est un ancien flic, on va comprendre plus tard. Bon, là, par contre, je ne vais pas forcément en parler, mais pourquoi enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est un truc assez terrible. Mais il se dit que c'est lui le bon, quoi, et que l'autre, c'est le méchant, quoi, en fait, d'une certaine façon. Mais durant le film, il va être obligé de constater que, putain, non, le mec, en fait... en fait, le mec, c'est un mec comme il y en a peu, quoi, mais que c'est un idéaliste, en fait. Et que du coup, en plus, effectivement, il peut pas s'empêcher de s'intéresser à De Niro, de s'inquiéter presque pour lui. Il se met jamais en colère. Alors, il lui fait des coups de pute, hein. Ça va pas arrêter, hein. Ça, les coups de pute, ça va pas arrêter. Et c'est ce qui est très drôle dans le film. Tu parlais de la peur de l'avion. Bon, là, il y a un moment de révélation qui est à hurler de rire, près d'une station-service, où franchement... C'est du grand art, mais mais il y a plein de fois où De Niro va se faire rouler dans la farine, mais c'est tellement magnifique. Mais il n'y a rien de vraiment méchant. En fait, effectivement, le personnage de Grondin n'est pas pressé, lui, évidemment, d'être livré, d'autant qu'il y a quelque chose d'extrêmement fort dans ce film, qui n'empêche pas de rigoler, mais qui donne un piment très unique à ce film. C'est que lui, il pense qu'il va être descendu dès que De Niro aura accompli sa mission. Voilà. Et que la mafia arrivera avant la justice à l'avoir. Il est certain que ou il sera abattu avant même d'être jugé, etc., ou il sera abattu en prison parce qu'on ne pourra pas le protéger de la mafia. Enfin, il est certain que la mafia, qui effectivement a une dent contre lui, puisqu'il leur a donc piqué presque 15 millions de dollars, le fera battre de toute façon. Donc ça, c'est... Voilà. Et les mafieux dans le film sont géniaux aussi. Ah non, mais alors là... Oui, non mais tous les acteurs. Alors c'est vrai que non mais t'as raison parce que c'est un film où bon évidemment il y a les deux stars, enfin les deux acteurs principaux qu'on suit, mais il y a énormément. Il y a peut-être 10 rôles qui gravitent autour durant tout le film et les mecs sont au taquet, mais tous. Il y en a pas un qui est un peu en roue libre. Non, ils sont tous à fond et en plus ils sont tous assez importants. Dans l'intrigue, que ce soit le boss du FBI, Mosley, qui est à hurler de rire, mais tout est il est à hurler de rire, mais parce que le pauvre, il fait de la peine, quoi, au bout d'un moment, parce qu'il lui arrive que des tuiles. Tu sais, il y a cette scène où il bouffe et où les mecs arrivent pour lui donner les nouvelles du jour, tu sais, parce que chaque jour, ils sont censés les choper, quoi. Et le mec, il est en train de bouffer et il les arrête et il fait, est-ce que ça va est-ce que je vais être triste? Tu sais, est-ce que ça va m'attrister les nouvelles? Et t'as la tronche du mec du FBI qui fait bah oui. Mais c'est horrible, tu sais, c'est horrible, genre. C'est tellement génial, c'est extraordinaire. Mais tous les acteurs sont au taquet et le mec de la mafia avec sa moustache, là, putain, mais il est fabuleux cet acteur. En plus, on l'a vu. C'est des acteurs souvent qu'on a vu dans d'autres films des années 80. C'est des tronches, c'est des acteurs. Ouais, voilà, c'est pas des stars, mais on les reconnaît. C'est des mecs qui ont beaucoup tourné. C'est des mecs qui tournent beaucoup, donc en fait, on les a quand même vus dans beaucoup de films. Et le boss de la mafia, il
il est magnifique, il est absolument magnifique. Donc ils sont vraiment tous assez remarquables, mais c'est vrai qu'il y a un équilibre entre une relation qui est très sérieuse entre les deux mecs, et d'ailleurs ça va commencer assez vite, où l'autre fait son psy de service à lui demander non mais sinon donc vous avez une chérie, alors l'autre il finit par avouer qu'il est séparé de son ex et qu'il s'en remet pas, et qu'il a une fille qu'il a pas vue depuis 9 ans, enfin tu sais, toujours avec des stades, un peu comme un autre film dont on parlera en conclusion, parce qu'il faudra les mettre en parallèle. Mais chaque moyen de locomotion, progression dans le film. Tout à fait, c'est vrai. Ça aurait dû commencer avec l'avion, mais il y a la scène est magistrale de Grondin qui commence à avoir une attaque d'angoisse. It's going down, tu vois, il fait it's going down, et donc ils sont c'est même pas, ils sont virés de l'avion en fait. Mais oui, parce qu'en fait, l'autre il se fait repérer. Enfin, il attire l'attention et du coup, De Niro qui dit genre mais ferme ta gueule, tais-toi, genre tu sais. Et puis t'as le pilote qui arrive quoi et qui dit c'est quoi ce bordel. Et l'autre il se la joue non mais c'est un fugitif que je ramène et tout. Et il dit vous savez que vous n'avez pas le droit de le faire sans son consentement dans l'avion quoi. Et l'autre il est là oui je sais, mais là il exagère en fait. C'est juste que bon. C'est excellent, ils se font foutre dehors, c'est magnifique. Ils se font foutre dehors, donc on passe à l'autre option que prend De Niro, c'est le train. Et là, on part dans des scènes. L'autre, il sourit, il lui dit arrête de sourire. Et l'autre, il fait ouais, mais je suis content, on prend le train. Et là, on passe dans des scènes proprement iconiques. Quand je vous dis scènes iconiques, notamment pour un film d'humour, c'est que moi, là, je ne sais pas à combien de visionnages j'en suis, je pleure de rire. Ah oui, je pleure de rire. Et c'est un rire, mais ce film est subtil parce qu'on n'est pas dans la gaudriole à l'extrême. Non, pas du tout. C'est comment les acteurs délivrent leurs lignes. Et Grondin est magistral dans ce film. Magistral. On passe à cette scène de train où, d'ailleurs, John Aston est déjà aussi en train d'essayer de les doubler et aussi de le récupérer pour lui. Voilà, j'en dis pas plus. Mais il y a une scène de train où, toujours, Grondin est dans la tête de Niro, veut en savoir plus sur lui et arrive à le faire parler, malgré la réticence de Niro. De Niro est toujours étonné de se dévoiler à Grondin, tu sais, et Grondin est très, très fort. Et à un moment, Grondin dit, mais donc, de l'argent, t'en feras quoi? C'est quoi tes projets? Et De Niro se met à lui dire ses projets. Ah, moi, j'aimerais un coffee shop et tout. Et là, là, c'est Magistral Grondin qui est dans le film, qui est normalement un comptable. Ah non, fais pas ça. Tu sais, c'est un mauvais investissement en fait. On s'en rend pas compte, mais dans les 6 premiers mois, tu peux tout perdre. Non. Et donc De Niro, écoute ta gueule, c'est bon et tout. Non, je dis pas ça pour t'énerver, mais si j'étais ton comptable, mais tu n'es pas mon comptable. Oui, je sais bien, mais si j'ai été, je te dirais quand même. Et cette scène-là, déjà, elle est magnifique. Et ça, leur dynamique. Tu retrouves la dynamique dans ce film. C'est-à-dire que De Niro est agacé, De Niro se dévoile, mais Grondin, finalement, gagne toujours. Tu vois, gagne toujours ce qu'il veut. C'est génial. Tu vois, t'es en train de te marrer, je l'ai dit. Mais oui, parce que c'est vrai ce que tu dis, tu décris très très bien, et c'est là où De Niro est extraordinaire, parce que il en fait jamais trop, il est toujours sur le fil du rasoir. C'est-à-dire qu'effectivement, l'autre comment dire, il le charge, mais super subtilement, vachement gentiment, tout doucement, et du coup, De Niro, il se dit, bon, il finit, il peut pas, en fait, l'envoyer chier tout le temps. Donc en fait, il finit par lâcher des petits trucs, et à chaque fois, après, comme tu dis, il s'en veut. Donc en fait, il lui révèle un truc et après il fait la gueule parce que il dit ah putain pourquoi je lui ai dit ça, tu vois, et parce qu'il sait que l'autre il va lui dire ah non mais c'est quand même dingue, non mais c'est pas quand même, vous avez conscience que vous pouvez pas rester comme ça, enfin bon, mais il lui fait, et l'autre il est genre fais pas semblant, il y a un moment d'ailleurs où il lui dit genre fais pas semblant de te soucier de moi, enfin bon, et l'autre il dit ah bah si je me soucie de vous, hein, c'est comme ça, il y a des gens c'est comme ça, et c'est terrible. Et d'ailleurs il y a une scène du coup assez émouvante plus loin où par contre il lui parce que il y a une scène maintenant qui se passe dans un bus, les fameux Greyhound. Pour ceux qui sont allés aux États-Unis, qui ont voyagé dans les Greyhound, vous savez de quoi je parle. Et on pouvait fumer dans les Greyhound en 88, tu vois. Et là encore, donc imagine bien, Grondin lui dit oh non, il faut pas fumer, il faut pas que tu fumes. Et en fait, ils se déplacent, ils sont en manque de cash déjà. Vous comprenez pourquoi, ils sont en manque de cash. Et De Niro a dévoilé son passé à Grondin au moment
à ce moment-là dans le bus. Donc c'est un ancien flic qui a dû arrêter d'être flic pour ne pas être corrompu. Il ne supportait pas la corruption autour de lui, malheureusement, et donc il a été le mouton noir. Il a été rejeté du monde de la police, c'est pour ça, de Chicago notamment, et ils sont en route vers Chicago. Et il explique que ça a entraîné son divorce, qu'il n'a pas vu sa petite fille depuis 9 ans, et tout ça. Et donc, la contingence des faits, ce qui se passe, ils sont géographiquement, ils sont proches de Chicago, ils ont plus d'argent. Grondin va amener parce que pour lui, Grondin se dit quoi, t'as pas vu ta petite depuis aussi longtemps? Il supporte pas Grondin. Cette idée-là, il la supporte pas. Et donc, il va amener toujours subtilement, De Niro à l'idée de peut-être qu'il faudrait aller demander de l'aide à ta femme, à ton ex-femme plutôt en ce moment, même si c'est pas simple. Et ils le font. Et là, le film, c'est pas qu'il bascule, mais là, le film est vraiment dans le sérieux. Je vous ai mis, là, c'est la scène où Grondin est menotté, et De Niro revoit son ex-femme et sa petite, alors qu'ils sont en fait, ils sont en cavale. Et cette scène-là, écoute, c'est une grande scène émotionnelle. Franchement, là, tu rigoles. Enfin, là, t'es dans un très bon film, là. Très bon film. Oui, la scène avec la fille notamment, enfin c'est bouleversant, enfin c'est vraiment bouleversant là, mais pour de vrai quoi. Et d'ailleurs la gamine est extraordinaire, parce que enfin il y a une scène notamment en fait où elle le regarde juste, elle le fixe. Et elle l'a pas vu depuis 9 ans, quoi. Enfin, c'est hallucinant. Et elle a l'air d'avoir 12 ans. Enfin, donc en fait, en gros, elle n'a aucun souvenir de lui, quoi. Et c'est terrible parce que on sent que c'est pas qu'elle lui en veut pas. C'est pas ça qu'on voit dans ses yeux. C'est juste elle se demande qui est cet homme, en fait. Et c'est assez bouleversant parce que lui, il est pathétique. Il vient de gueuler parce qu'il s'est engueulé avec son ex, évidemment, parce que le ton est monté très vite. Voilà. Par l'émotion. Il le joue bien, De Niro. Il est extrêmement bon dans ce film et dans cette scène. Parce que la vision, je le vis pour lui, quoi. Oui, t'es vraiment... Mais il y a des scènes où De Niro, il t'arracherait presque des larmes parce qu'en fait, d'abord, parce que le film est quand même assez long. Et du coup, c'est un film qui, paradoxalement, va très vite. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas de lenteur. C'est ciselé, c'est incroyable. C'est vraiment, c'est aussi ce qui en fait sa qualité, quoi. C'est que c'est la qualité du scénar, c'est remarquable. Mais tu as le temps de vraiment t'accrocher à ces deux personnages. Et c'est d'ailleurs ce qui va rendre la fin si efficace, puisque tu as l'impression d'avoir vécu avec eux 1000 choses et d'avoir totalement été témoin privilégié en fait de cette relation humaine entre ces deux hommes, quoi. Et c'est vraiment extrêmement bien amené. Et comme tu disais, par exemple, c'est vrai que cette confrontation avec son ex qui est assez triste en fait, évidemment, parce que bon, elle, en plus, donc elle a refait sa vie. Enfin bon, il y a pas de. Ouais. Donc il lui parle de son chéri actuel, qui donc va très bien, est un flic très haut gradé. Enfin bon, alors que lui, il est tout pouilleux. Enfin en plus, faut voir De Niro dans ce film, quoi. Enfin il fait vraiment, même physiquement, il est touchant, quoi. Il est super touchant. Et ce qui est drôle, c'est que dans cette scène-là, t'as Grondin qui est derrière lui et clairement, il est désolé, en fait. Ouais. Alors que honnêtement, il devrait s'en foutre complet, quoi. Enfin, lui, il a juste peur pour sa vie. Enfin bon, mais non. Et après, il y a tout un truc où comment dire, d'ailleurs, comme tu dis, le film bascule à ce moment-là, en fait. Enfin, c'est vraiment un gros virage du film. C'est un gros virage du film dans leur relation à tous les deux. Parce que là, tout d'un coup, même pour De Niro, l'autre a été témoin vraiment d'une scène de sa vie privée. Enfin, c'est que tout d'un coup, c'est plus du tout le chasseur de primes qui dit hey, gros con, allez hop, je te chope et je te ramène à la justice. Là, tout d'un coup, c'est des moments de vie hyper intimes qui sont extrêmement forts, quoi. Et ça donne au film un ton tout d'un coup assez particulier, quoi. Assez particulier et scène en plus extrêmement nécessaire pour la suite. Totalement indispensable. Indispensable et je te dirais indispensable pour l'aura du personnage de Grondin et aussi pour dire que le personnage de Grondin, parce que ça sera toute la question pendant le film,
est-ce qu'on est dans le vrai? Est-ce qu'on est, enfin, plutôt dans la sincérité ou pas? Là, on laisse cette question en suspens, mais c'est nécessaire. Et ça arrive. On n'est même pas au milieu du film. Hein. Moi, j'ai toujours l'impression que c'est le milieu du film, mais c'est pas vraiment. Non, parce qu'il reste encore beaucoup de choses. Ouais, tout à fait. Non, t'as raison. On n'est pas encore au milieu au milieu du film. Ouais, tout à fait. Ouais. Et donc, comment dire, le périple va continuer. Notamment, une scène encore, parce que je me délecte déjà de lire les commentaires sur ta vidéo ou sur la mienne des gens. C'est pour ça que j'ai envie de parler de toutes les scènes que je trouve cultes. Scène culte de l'achat de billets de bus. En fait, il va avoir un mini-mélo de crédit. Donc, Niro est au guichet, Grondin, encore une fois, est derrière lui. Et malheureusement, je te remets la scène où ils sont dans le bus, même si ça arrive après. Malheureusement, ils n'ont plus d'argent. Et t'as Grondin, De Niro essaye de bluffer pour avoir, et t'as Grondin qui est derrière, qui est désespéré par notre De Niro qui s'emporte et qui est comme ça. Et c'est de l'acting juste. C'est de l'acting juste. C'est extraordinaire. Juste ce mec est génial. Cette scène, elle est magique et j'avoue que c'est comme tu dis, ça fait partie des scènes. Je crois que tu peux la regarder 50 fois. 50 fois, tu vas te marrer parce que c'est juste absolument parfait, quoi. T'as la meuf du guichet en fait et lui il se gourde, en fait, tu sais, il sort son badge, enfin le badge qu'il a piqué. Hein, bon, on va spoiler, on l'a prévenu. Il sort le badge et en fait, il est tellement énervé qu'il commence à sortir le mauvais nom. Donc, et il se reprend, il fait non, Mosley, tu sais, et au début, il était là, Walsh, agent Walsh, ou je sais plus quoi. Et donc, derrière, t'as Grondin qui est là et qui fait genre, mais consterné. Et il regarde la meuf du guichet du genre, non, mais il est navrant, quoi. Il est navrant. Et la meuf, elle dit, c'est pas le nom que je vois sur votre carte de crédit, mais c'est terrible. L'autre, il en peut plus, quoi. Atroce, le loser, quoi. Non, mais comme tu dis, l'autre, il est juste consterné, quoi. Excellent. Il est navré, quoi. Et il regarde la meuf, genre, non, mais je suis comme vous, je suis consterné, quoi. C'est excellent. C'est exactement ça, c'est exactement ça, t'as raison. Et donc, le film continue avec des complications, des péripéties. Ils peuvent même plus prendre le bus. C'est ça qui est génial. Ça devient de plus en plus compliqué pour eux. Et donc, va commencer un petit peu toutes les scènes de désert que j'adore profondément. Voilà, des scènes de désert, notamment où ils vont se faire rattraper une fois de plus par l'autre Buddy Hunter qui veut les doubler, avec cette scène-là dans la camionnette. Les choses ont pris une allure folle. Le FBI est aussi sur eux, la mafia aussi. Alors qu'il y a mon Charles Grondin qui est à côté, qui veut un peu nous embêter. Je suis désolé. On a tous un Charles Grondin. On a tous un Charles Grondin dans une famille, tu vois. Charles Grondin qui est énorme, qui leur dit mais vous êtes les plus nuls que j'ai jamais vus. L'autre, Marvin, là, donc est l'autre chasseur de primes, mais qu'un con, c'est un crétin fini. Et donc effectivement Eddie Moscone, ou je sais plus comment il s'appelle, le patron de l'agence là, qui a mandaté De Niro. Dans son dos, comme il sent que De Niro lui casse les couilles en fait, il demande à cet autre chasseur de primes de seconde zone, quoi, de se mettre sur le coup. Mais comme il sait que c'est un con, et, au lieu de lui proposer le même tarif qu'à De Niro, il lui propose 4 fois moins. Et l'autre, il est tout content, genre ouais super, comptez sur moi. Enfin, oui, il le fait. Ouais. Et du coup, De Niro, à chaque fois qu'il se retrouve confronté à ce mec Marvin, il la lui remet à l'envers, enfin les 3/4 du temps. Et donc là, normalement, Marvin. Oui, c'est ça. Normalement, Marvin devait récupérer le duc lors d'une altercation et tout, sauf que au dernier moment, De Niro se menotte, s'enchaîne au duc. Voilà. Du coup, si Marvin veut le duc, il est obligé de repartir avec les deux gars, quoi. C'est horrible. Et donc, ils se retrouvent tous les trois dans la bagnole. Et c'est vrai que ça se passe de mal en pis, quoi. Et il y a un moment, cette scène incroyable où ils se font courser par 10 000 bagnoles de flics. C'est extraordinaire. Cette course-poursuite, ouais. Elle est démente. Hein. D'ailleurs, elle a dû coûter bonbon. Après celle des Blues Brothers, je pense que c'est la plus démente que j'ai jamais vue. Ah, elle est incroyable. Le nombre de bagnoles qui se sont fracassées dans le désert. D'ailleurs, dans cette scène de course-poursuite, la facture,
sympa. Mais c'est excellent. C'est excellent. On se régale à regarder ça. Et c'est vrai que l'autre au milieu, il en peut plus. Il se tape une crise de nerfs. Alors qu'il est si calme depuis le début du film. C'est le mec qui est ultra zen, quoi. Et là, il gueule. Et il dit, vous êtes les chasseurs de primes les plus pourris les plus cons que j'ai vus de ma vie, quoi. Enfin, c'est excellent. C'est vraiment excellent. Et donc, les péripéties continuent, mais ils arrivent toujours à se retrouver ensemble, Grondin et De Niro, mais sans moyen de locomotion, même plus de voiture, et sans cash, en plein milieu du désert. On est du côté, je sais pas, de Santa Fe ou quelque chose comme ça, ou du Nouveau-Mexique, j'en sais rien. Et arrive un moment, et je pense que c'est vraiment le moment iconique du film qui restera dans la culture pop, où les rôles vont s'inverser. C'est-à-dire que pour récupérer du cash, Grondin a une idée, et c'est lui qui va devenir le meneur, et De Niro le follower, si je peux dire. C'est cette scène extraordinaire, d'où The Litmus Configuration, Alex. Alors, je la mets. Il rentre dans un bar de redneck, où Grondin va se faire passer, mais il a le bagou et il a la culture pour se passer pour un agent du FBI, justement, un agent des services de l'IRS, notamment les taxes et tout ça. Et il va arriver et dit, il va expliquer simplement au patron un peu teubé, beaucoup teubé même, qu'il y a beaucoup de faux dollars qui circulent là, et il va falloir qu'il check la caisse. Ce qui est génial, c'est quand il rentre et qu'il prévient pas du tout De Niro de ce qu'il va faire. Non. Donc en fait, De Niro, il découvre en même temps que le patron du improvise. Bar, et il découvre quelle est l'arnaque en fait. Et ce qui est génial dans cette scène, comme tu dis, c'est que les rôles s'inversent totalement, mais que De Niro comprend. Ce qui est génial dans cette scène en fait, c'est que à la fois elle est à hurler de rire, elle est absolument géniale, mais à la fois c'est la démonstration de qui est le duc. Et le duc, c'est un génie pour manipuler les gens, mais tout en finesse, sans méchanceté, sans violence, sans rien. Et en fait, De Niro, il y a un moment qui est génial où il regarde le duc et on sent qu'il est admiratif. Il fait ah ouais, genre, ah ouais, ok, d'accord, c'est ça ton plan. Mais parce que le plan, il est génial. L'autre, il se ramène et comme tu dis, en fait, d'ailleurs, il dit est-ce que quelqu'un vous aurait payé avec un billet de 20 $? Et le mec, il regarde, il fait bah, tout le monde me paye avec des billets de 20 $. Ah, vous voyez, monsieur. Et l'autre, il est là, il regarde De Niro, il fait ah, c'est pas bon et tout, quoi. Et c'est tellement parfait. Et ce qui est génial, c'est quand De Niro, il comprend, il commence à former le tandem. C'est-à-dire qu'en fait, ils se répondent tous les deux. Et quand l'autre, il dit, c'était pas un type, 1m85, et l'autre, il dit, plutôt 1m75, et l'autre il fait c'est ça, et il dit blond un peu, et l'autre il fait non, plutôt châtain foncé, et l'autre il regarde De Niro, il fait c'est notre homme. Alors qu'en fait ça n'a rien à voir avec ce qu'il dit, c'est juste l'inverse de tout ce qu'il dit, et l'autre il est confiant, il fait voilà, c'est bien lui. Alors mais c'est tellement magnifique, et donc il cherche les faux billets, et donc il gratte, et il fait semblant de chercher des faux billets, et il fait et l'autre il le regarde, il fait alors celui-là, et l'autre il fait c'est un faux. C'est génial. Et l'autre il est concerné genre merde, ah putain, mais quel chef-d'œuvre. Ah mais cette scène là c'est du grand art, comme tu dis, c'est vraiment du grand art. C'est grand art, et c'est aussi c'est un autre virage du film, parce que là ils deviennent très proches tous les deux. Enfin c'est-à-dire que là il y a vraiment, là quand même on sent qu'ils commencent à s'apprécier vraiment, et ça va devenir compliqué humainement parce que l'autre il est quand même censé le livrer, quoi. Et c'est ça qui est beau dans ce film, quoi. Et cette là, franchement, moi j'aimerais avoir le texte. Tu sais, j'aimerais avoir le scénario avec le texte. Il y a trop de punchline. Voilà, en 2 minutes, c'est énorme. Ce qu'ils sortent, c'est absolument énorme. Et avec cet humour qu'a Grondin, ça fait typique de lui. C'est un humour, mais juste sans mots. Il n'y a pas de parole, mais il y a une gestuelle. Il y a même, je te dirais même, il y a une posture de Grondin qui est énorme. Par exemple, là, tu vois le mec accoudé, l'ivrogne de comptoir, il va se retourner vers lui, il va dire vous êtes du coin. Ouais, il y a des gens suspicieux souvent dans le coin, et le gars il va dire bah non, et puis là il va dire vous êtes du coin, ouais, et là il y a un blanc, donc il y a Grondin qui continue à le regarder. En fait, Grondin ne dit rien, mais il dit voilà. Grondin ne dit rien, mais il dit tout. Et franchement, c'est un comique, mais tellement,
C'est fabuleux. C'est du comique tellement subtil, mais tellement éclatant, quoi. Éclatant. Et alors il y a un truc, là il y a un truc quand même, c'est que en plus il fait ça pourquoi? Parce que ça bon, les gens savent, on est en zone spoiler, mais il fait ça parce que l'autre il crève la dalle et que il a plus une caillasse et que donc à un moment il lui dit vous voulez manger, enfin et l'autre il dit ouais eh ben alors il faut me faire confiance genre parce que il lui dit vous voulez qu'on achète à bouffer, l'autre il dit bah ouais tu sais, et du coup c'est comme ça avec ces billets de $20 qu'ils vont acheter à bouffer quoi. Mais c'est génial, c'est génial. Ouais. Et ça va tout de suite être suivi d'une scène encore cultissime. Mais il y en a trop. Il y en a trop, puisque en fait, ils vont tout de suite s'acheter un petit peu à manger et il y a un train qui passe. Vous savez, les trains de marchandises qui passent et ils courent ensemble pour les récupérer. Et là, il y a aussi un moment, c'est que Grondin rentre le premier dans le train et il est plus menotté à De Niro. Et donc, il dit à De Niro, bah, t'aurais continué à vouloir me livrer et donc comme tu veux toujours continuer à me livrer, ben bye bye. Et il pense qu'il en a fini avec De Niro, mais sauf que De Niro, il y a une échelle qui est juste à côté et De Niro est assez athlétique pour le faire, et donc à peine il ferme la porte que De Niro passe de l'autre côté. Mais en termes de cinéma, le découpage est très bien fait pour qu'en fait tu sois dans le mouvement. Le mouvement de caméra est fabuleux parce qu'en fait la caméra vraiment, comme tu dis, pivote, mais comme si on était Grondin. Et du coup, on voit les pieds de De Niro qui redescendent de l'autre côté et on se dit oh merde. Grondin qui simplement mince. Mais tu sais, c'est Penaud, ben merde. Et donc voilà, il y a un dialogue parce qu'ils vont passer la nuit il y a un dialogue excellent aussi. Le dialogue au coin du feu. Au coin du feu en parlant d'une poule. J'en dis pas plus. Avec les poules. Ouais. Voilà. Non, on va pas en dire plus. On va quand même juste dire que c'est le genre de truc qui est plus possible aujourd'hui. C'est le genre d'humour. Non, mais c'est vrai, on est d'accord. C'est le genre de scène, de texte, de vanne. C'était la magie des années 80. Et moi, c'est pour ça aussi que j'adore les années 80. Et tu sais quoi? Voilà quoi. Tu sais quoi, Alex? Et c'est génial. Et c'est super cette scène. Toute cette scène a été improvisée par Charles Gondin. Ah bah, toute cette scène, cette scène n'est pas écrite. Cette scène n'était pas écrite dans le scénario. C'est Charles Gondin qui l'amorce. Et regardez bien, parce que vous n'allez pas le regarder une fois. Avec ce qu'on vous fait aujourd'hui, vous allez regarder 2 fois de suite. Le De Niro qui a l'air vraiment très spontané. Voilà. Ah, d'accord, c'est ça que tu allais me dire. D'accord, ok. Voilà. Parce que c'est vrai que le De Niro est mort de rire et vraiment ça sonne très très vrai. Et il est vraiment mort de rire quoi. Ouais. Et ce qui est très fort, et c'est là où, enfin, c'est vrai que ce film, c'est quand même un des rares exemples qui manie à ce point aussi bien l'aller-retour entre les moments émouvants, les moments où tu es mort de rire, les moments où tu es juste un peu tendu parce qu'il y a une tension quoi. Mais parce que c'est dans cette même scène qu'il y a la réplique sur la montre et qui est super touchante, où l'autre finit par avouer pourquoi il garde cette putain de montre qui marche plus et où l'autre essaye de lui expliquer cette montre, c'est le symbole d'une vie qui est plus sa vie. Enfin, il y a tout un truc hyper touchant et c'est dans le following de cette scène où ils se sont un peu réconciliés. Enfin, c'est magnifique, c'est tellement magnifique. Et même, et où ils se disent, dialogue ultra important, t'as raison. Et c'est même là où ils se disent aussi, on aurait pu vraiment être amis dans une autre vie. Oui, tout à fait. Ouais, sauf que d'ailleurs, ils disent l'inverse en se marrant. Ils disent, si ça se trouve, si on s'était connus dans une autre vie, on se serait pas du tout apprécié. Parce qu'en fait, effectivement, ils font que s'engueuler depuis le début. Enfin, ils sont pas du tout potes. Mais pour se marrer, il lui dit si ça se trouve, si on s'était connus dans une autre vie, on n'aurait pas du tout été potes. Et du coup, ça fait rire De Niro parce que bah non, ils sont pas potes. Donc, enfin, pas encore. Et c'est excellent. À ce côté, tu sais, où il parle à revers. Tu sais, il parle à revers. C'est ça. C'est-à-dire, ouais, non, on n'aurait pas été potes, tu vois, en se disant que. Il n'y avait pas eu tout ça, certainement qu'ils auraient été pas. Le dialogue est très bon. Enfin, il est magnifiquement écrit. Moi, je vous conseille de le regarder en anglais, si vous pouvez, parce que voilà, vous serez au plus proche du texte et il est vraiment écrit et il est vraiment ciselé. Hein, je tiens à préciser parce que je sais que j'ai beaucoup d'abonnés parce qu'ils m'en parlent très très souvent, qui sont pas du tout anglophones et qui sont pas non plus forcément hyper à l'aise avec les sous-titres. C'est vrai que faut lire, hein, c'est chiant. Moi, ce film-là, je l'ai vu à la fois en anglais et en français. C'est une bonne VF. Je tiens quand même à le dire.
C'est une bonne VF, c'est une VF des années 80, donc en plus on a ce mec, j'ai oublié son nom, mais qui était le doubleur de Niro enfin quasi toute sa carrière, en tout cas. Jack France, peut-être. On en parlait la dernière fois. C'est peut-être, ouais. Mais donc on retrouve vraiment la voix de Niro pour les Français, en tout cas, dans tous ses films. C'est comme une voix très très particulière, assez géniale. Donc bon, si jamais vous vous sentez pas de le voir en VO parce que vous avez juste pas, voilà, vous voulez pas vous gâcher le plaisir, quoi. En VF ça passe. C'est quand même moi pourtant je tape sur les VF très souvent. Il y a qu'à voir ma vidéo sur Cobra où j'ai défoncé la VF. Là honnêtement c'est du bon boulot. Donc ça vous gâchera pas le film, vous raterez pas, les répliques sont correctement traduites, ça va. Ça passe. Et on s'engage dans cette dernière partie de film qui va se dérouler là où tout devait finir, c'est-à-dire à Los Angeles, à l'aéroport de Los Angeles, où les choses vont se dévoiler dans une sacrée tension entre le FBI qui veut récupérer Grondin et la mafia aussi. Ça va pas être simple du tout. Mais vous verrez les péripéties et comment ils vont arriver à s'en sortir. Et finalement, De Niro a toujours, en fait, été aussi dans un défi personnel. C'est-à-dire qu'il voulait régler cette histoire avant tel jour, à telle heure, à minuit. Voilà. Il devait absolument le livrer, voilà, ouais, tout à fait, avant une date limite, en fait, hein, tout simplement. Parce qu'après c'était trop tard, je sais plus pour quelle raison, enfin, pour une raison de justice en fait, hein, tout simplement. Après et donc c'est vrai qu'il met un point d'honneur et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'il s'énerve à chaque fois que, bah, s'il avait pris l'avion, bah, il arrivait largement en avance. Avec le train, bah, c'est super chiant et après ça se continue en voiture et c'est de pire en pire. Donc en fait c'est vrai que ça dégringole comme ça tout le long et du coup à la fin, comme tu dis, à la toute fin, un job qui devait être comme on le voit dans la VO, un Midnight Run. Oui, donc une mission facile, quoi. Voilà. Une mission facile, tout à fait, exactement. Et d'ailleurs, il y a une, enfin, cette séquence du train qui est énorme, mais comme tu le dis, Captain, il y a tellement de séquences énormes dans ce film, c'est très impressionnant. Et en fait, au fur et à mesure qu'on discute depuis une heure, je réalise à quel point c'est incroyable. Enfin, il y a quand même assez peu de films où il y a autant de séquences cultes, enfin, voilà, ou même très importante d'un point de vue narratif. Et c'est vrai que cette scène du train, par exemple, juste la fin de la séquence dans le train, où il s'est passé tant de choses émotionnellement, on a ri, on a eu peur, on a été ému, enfin, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a cette scène où l'autre lui redit que bah, de toute façon il va crever, donc en fait donc avoue que tu t'en fous. Enfin, tu sais, il le met un peu dans ses retranchements et lui dit avoue que tu t'en fous. C'est ce que je sens, je vais crever. Donc t'as beau faire, voilà, on a beau rigoler au coin du feu, au final, moi je vais mourir. Donc et là, pour la première fois, De Niro tombe un peu le masque et lui montre qu'il se soucie de lui. Et il essaye de lui dire je te promets que c'est pas ce que tu crois, je te promets que les trucs des protections, ça marche, je te promets que t'as rien à craindre, ça va bien se passer. Et en gros, il lui dit, je te veux pas du mal, enfin, je t'aime bien, enfin, il tombe un peu le masque, quoi. Et l'autre, il croit pas. L'autre, il dit, non mais, tu te fous de ma gueule, quoi, c'est la mafia, non, je suis un homme mort. Et d'ailleurs, là, par contre, il y a un truc que je vais pas dire, mais il y a une énorme révélation qui se fait pour les deux, où ils réalisent que cette mafia, il y a un point commun entre les deux, pour eux deux, et ça va chambouler, enfin ça va beaucoup faire réfléchir De Niro, quoi. Beaucoup, mais c'est magnifique cette scène où on sent quand même que De Niro commence à avouer, quoi, que bah, il est pas indifférent, en fait. Il n'est plus, alors que pendant tout, au début, il fanfaronne, hein. Moi je suis indifférent, de toute façon t'es un salopard, enfin, voilà. Ouais. Et donc ça explique la fin. Tu as raison de redire ça, parce que en fait, le personnage de Niro gagne son pari, c'est-à-dire que voilà. Le FBI a ce qu'il veut vis-à-vis de la mafia, ils arrêtent les gens qui voulaient de la mafia, et donc De Niro est toujours ce qu'on peut dire en possession de Grondin. Ça. Et donc en fait le défi, le challenge est relevé. Et il y a la scène du téléphone, il y a une scène de décision de la part de Niro. Et là je vais pas spoiler cette scène de décision là. Qui change la donne, effectivement. Et là, à partir de cette scène du téléphone, il y a un moment de cinéma, moi, je trouve. C'est une scène de peu de mots avec la réplique finale de Charles Grondin, qui, pour moi, une des très, très grandes répliques finales de l'histoire du cinéma.
on se voit dans une autre vie. Et franchement, elle m'a toujours ému, cette scène, mais je vais t'avouer quelque chose, Alex, c'est que Charles Grondin est mort il y a peu de temps. C'est la puissance émotionnelle de Charles Grondin sur cette réplique, c'est une grande réplique de cinéma. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ah oui, c'est magnifique. Et oui, c'est magnifique de justesse, en fait, parce que ça aurait pu être ultra cliché. Et il y a un moment dans le film, mais tout le monde va s'en douter, mais où en tant que spectateur, tu comprends, enfin, tu te dis, non, il va pas le livrer, ça va bien, il y aura une sorte de happy end, enfin, c'est pas un film dramatique, enfin, t'as compris quand même qu'il y a un ton, donc moi, c'est vrai qu'il y a un moment où même la première fois que je l'ai vu, par exemple, je me disais, bah, à la fin, il va pas le livrer. Ou alors, vraiment, je serais très, très, très surpris, enfin, je me dirais, oh, putain, qu'un enfoiré, enfin, mais, je savais pas du tout comment, dans quel contexte, comment ça allait se passer, est-ce que ce serait volontaire ou est-ce que l'autre va s'échapper, enfin bon, ça peut être de plein de façons. Il y a une scène dramatique, une scène dramatique d'action avec la mafia, avec le FBI dans l'aéroport qui est génial d'ailleurs, avec, avec l'autre con de Marvin d'ailleurs, aussi qui vient foutre sa merde, mais c'est tellement parfait. Donc en fait on rit, on est en même temps sur les dents parce que on se dit ah putain comment ça se passait et tout, et ça se termine donc bien à ce niveau-là, sauf que bien oui, mais pas pour Grondin, enfin pas pour le Duc, puisque comme tu dis, De Niro lui du coup, bah c'est bon, maintenant il est tranquille, et là on sait plus, Et ce qui est fort, c'est que il y a, bon là on a dit de toute façon on spoilerait, mais ce qui est fort, c'est que il y a une morale en fait, il y a une morale dans ce film, mais qui est très très fort, et qui moi c'est peut-être un des rares films où je vois une morale aussi grosse entre guillemets, c'est-à-dire cliché, voilà, aussi intelligemment soumise au spectateur, je sais pas comment dire, amenée avec tellement d'intelligence et de finesse, et c'est bouleversant parce que justement tout est dans la retenue. Et tu parlais du visage de Grondin qui est tellement extraordinaire regarde la sympathie, regarde l'empathie sur c'est vraiment il aime ce mec quoi, mais en plus on le comprend au fur et à mesure, mais vraiment il l'aime beaucoup, et il est très touché par De Niro, parce que De Niro, il y a aussi un truc dont on a un peu parlé, mais pas tant que ça. De Niro fait un geste ultime pour Grondin, mais après c'est que Grondin, il arrive à changer aussi la vie de Niro. On vous en dit pas plus. C'est ça. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que nous, comme tu disais tout à l'heure, on a une empathie pour De Niro parce qu'il fait de la peine, ce mec, en fait. Et pendant tout le film, De Niro, il veut pas de compassion. Il en veut pas. Il a sa fierté, c'est un mal, voilà. Et l'autre, en fait, il a de la peine pour De Niro. Et l'autre, pendant tout le film, il lui dit, non, mais vous me faites de la peine en fait, hein. C'est pas grave, mais vous me faites de la peine. Je suis touché, je vous regarde et franchement, vous faites peine à voir. Enfin, et l'autre, il veut pas de ça, il veut pas de sa compassion. Et il y a un moment où vraiment, c'est effectivement, comme tu dis, c'est magnifique, puisque il va avoir à sa façon, un peu maladroite, mais tellement belle, montrer au Duc que en fait, bah, lui aussi, il l'aime beaucoup. Enfin, lui aussi, oui, ok, il va, voilà, il s'est passé un truc quoi entre deux. Il va le reconnaître, et il va lui prouver d'une façon incroyable, mais tellement belle, enfin incroyable. La sidération sur le visage du Duc, ça t'arrache des larmes, parce que c'est le plus beau geste d'amour, alors d'amour platonique bien sûr, mais d'amour quand même. Enfin c'est voilà, et c'est absolument extraordinaire, parce que là réellement, en plus d'une certaine façon. Bon, là, on a compris. Je veux pas raconter le truc parce que c'est magnifique à découvrir. Mais dans les faits, il lui sauve la vie. Et l'autre le récompense d'une manière incroyable, mais incroyable. Et qu'en plus, on n'a pas vu venir. Parce que pendant tout le film, c'est impossible de le deviner. Et c'est extraordinaire. Donc, en fait, on est scotché et c'est magnifique. C'est magnifique. C'est une des plus belles fins. Franchement, c'est une des plus belles fins Alors, par contre, dans les buddy movies, c'est de très loin la plus belle fin, la plus puissante, tout quoi. Et écoute, justement, il y a peut-être un autre film qu'on doit comparer, parce que qui se ressemble fortement à l'émotion forte. On a souvent parlé, mais c'est vrai que j'aime mettre Plane, Trains and Automobiles. Un ticket pour deux, c'est bien ça. J'aime bien aussi le comparer parce que il est dans cette même lignée, dans la thématique, ouais, tout à fait. Et c'est des films qui se ressemblent fortement, mais
qui ont chacun leur personnalité, qui ont chacun leur charme différent et qui t'emportent aussi sur des très très grandes émotions et des belles émotions. Des belles émotions. C'est vrai, tu as raison, c'est tout à fait vrai ce que tu dis. C'est vrai que la conclusion de, pour les Français, Un ticket pour deux, est totalement bouleversante et magnifique, belle au sens noble, quoi. Et c'est vrai que c'est un gros point commun entre ces deux films. Et aussi le fait que ces deux personnages qui au début n'ont vraiment rien à faire ensemble, et qui vont petit à petit apprendre à se découvrir, quoi. Et c'est magnifique. Et tu vois là, ça sera ma dernière idée de l'émission, mais la dernière idée que j'ai sur ce film et que j'ai depuis peu justement, depuis les derniers visionnements, je me dis aussi que ce film, c'est peut-être, alors j'extrapole peut-être beaucoup, hein, c'est une théorie que je lance, je dis pas que... Lance ta théorie. Je lance ma théorie, mais j'ai l'impression aussi que c'est un film sur, en fait, un ange qui passe dans la vie de quelqu'un. Dans la vie de De Niro, en fait, est-ce que Grondin n'est pas un ange qui passe dans sa vie et qui disparaît? Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le film, le duc est recherché. Le duc, en fait, n'est déjà pas, n'est déjà pas avec nous. Tu sais, il est en cavale et c'est un personnage qui est immatérialisé, tu vois, et que De Niro découvre et qui, au final, va disparaître. Et qui disparaît. Et vraiment, c'est travaillé. C'est une disparition. Et je me dis, est-ce que c'est pas aussi une sorte... Est-ce que Martin Brest n'avait pas l'idée aussi de faire la métaphore de l'ange qui passe dans une vie? C'est ce que je me demandais. Ça vaut ce que ça vaut. Peut-être que j'ai travaillé très fort, mais ça me donnait, les derniers visionnements me donnaient cette impression aussi. C'est vrai qu'il y a un truc de leçon de vie, comme tu pourrais dire, parce que c'est vrai qu'au début, tu vois pas comment, par exemple, ce personnage peut s'en sortir. Et tu te dis que finalement, De Niro le livre ou pas, ses jours sont comptés au duc. Finalement, de façon assez miraculeuse, mais en même temps extrêmement plausible, hein. Enfin, tout est très très bien écrit, hein. Il y a rien, il y a aucune incohérence ou truc où tu n'arrives pas à y croire. C'est ça qui est génial aussi dans ce film, c'est qu'il n'y a rien qui est tiré par les cheveux, mais rien. Et c'est vrai que assez miraculeusement, les dangers s'effacent pour le duc, et que finalement, tout d'un coup, De Niro réalise aussi qu'il est réellement en possession aussi lui du destin de l'autre, quoi. Ce qui n'aurait pas été le cas encore une heure avant, quand le mec de la mafia avait pas été arrêté. Mais là, tout d'un coup, la menace de mafia disparaissant, c'est vrai qu'il a vraiment, réellement, il lui rend sa vie. Mais là, il y a vraiment quelque chose de très très beau aussi, parce que c'est pas, il y a pas de surabondance, c'est très sobre. Et d'ailleurs, la fin, la toute fin est absolument magnifique. Et la scène où il cherche un taxi. Et là, je peux pas dire, parce que par contre, si je dis, on va comprendre c'est quoi le cadeau. Mais où il cherche un taxi et il en trouve pas. Et il se dit, bon, bah, je vais devoir rentrer à pied, mais en se marrant, quoi. C'est tellement génial. Mais là, les mecs qui ont écrit, c'est fabuleux. Fabuleux. Magnifique fin, magnifique fin. Magnifique film. Magnifique film, et un film sur un buddy movie, donc forcément un film sur l'amitié. Donc oui, mon ami Alex, ça me faisait tellement plaisir d'être avec toi, que moi je sois avec toi pour parler de ce film qui vraiment nous est cher. Et puis je pense que Alex, il est d'accord. Midnight Run, c'est the best buddy movie. Allez, vendu. Vendu. Mais non, mais c'est oui. Et franchement, mais je le dis des fois, moi ça me fait tellement plaisir quand, mais c'est pareil pour toi, je suis sûr, mais il y a rien qui fait plus plaisir quand t'as quelqu'un qui te dit, ça m'a fait trop plaisir de me rappeler ce film, ou quand t'as quelqu'un qui te dit, bah j'en ai jamais entendu parler, ou j'en ai entendu parler, mais je pensais que c'était pourri, mais qui du coup en fait te dit, bah grâce à ta vidéo ou à ton échange ou tout ça, bah du coup je vais le regarder, ou je l'ai regardé et j'ai trouvé ça top et tout. Et je trouve ça absolument génial. J'ai reçu quelques messages il y a pas longtemps sur 2-3 vidéos comme ça, sur The Car encore, et ça me fait tellement plaisir. Mais c'est vraiment ça, c'est la récompense ultime, quoi. Bien plus que d'avoir 10 000 abonnés. Merci encore, Alex. Et pour finir cette vidéo, je crois que je vais te dire une dernière chose, Alex. On se voit dans une autre vie. Ciao, Alex. Ciao.